Et toi, Anaïs, est-ce que tu as des rêves ou des plans pour le futur? Quelques-uns, enfin plus des idées. Là, je suis assistante designer chez Dynamite. Je pense, je sais pas trop quoi en penser parce que je suis vraiment très reconnaissante qu'on m'ait offert ça, mais finalement, ça me correspond pas du tout. OK, pourquoi? C'est que devant un ordinateur toute la journée à faire. Ouais, il n'y a pas vraiment de côté création. C'est juste, tu prends ce débardeur-là, tu changes les bretelles. Fait que tu et fais pas les passes un designs. suivant. Tu peux, mais tu cherches une ou deux photos, tu copies le design. Ah, Je devrais ouais. peut-être pas dire ça. C'est pas aussi glamour qu'on le pense, là. Wow. Comme assistant designer au Québec, il n'y a pas vraiment de création. Wow. C'est très loin en fait de ce qu'on faisait à l'école. Tu sais vraiment toute la partie recherche et après oui. et en fait c'est qu'il y a un département concept, il y a un département pour les motifs. Enfin, c'est tellement une grosse boîte que chacun a vraiment un job très précis, donc tu es vraiment très limité dans tes tâches. Et même quand je regardais, je m'étais dit ça se trouve c'est le job là où j'en suis actuellement. Mais même les senior designers, c'est dessin technique. Toute la journée, et après tu les envoies juste au tech, qui envoie ça aux fournisseurs et c'est des mails aux fournisseurs, et puis c'est officiellement ça, designer. Donc c'est triste, c'est tellement triste comment ça change. C'est ça, comment l'école, en fait, ça te prépare pas vraiment à ce qui va se passer. C'est ça. En tout cas, grosse brand. C'est ça c'est la réalité dans une grosse marque de fast fashion. C'est pareil chez Urban, chez n'importe qui. Donc c'est pas la partie qui m'intéresse, on va dire. J'ai vécu la même expérience, donc c'est pas juste un cas isolé, là. C'est vraiment... toutes les marques. C'est l'industrie, là. Ah. Dans une grosse brand aussi? Ouais, je peux pas nommer, mais ouais. Tu me le diras après. Chacun va se dire leur petit secret après, j'adore. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que tu peux avoir plus de responsabilité, plus de diversité dans une plus petite marque, mais tu seras pas payé ou beaucoup moins. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut... Puis là, admettons, tu peux vivre de ça en ce moment? Oui. Okay. Même en tant que stagiaire, là, je pourrais vivre de ça. Enfin, c'est comme... J'ai une petite question. Au début, tu disais que tu voulais pas aller en mode, justement, pour le côté écologique et que tu étais juste pas en accord avec l'industrie. Comment tu te sens en ce moment d'être dans une fast fashion? J'aime pas ça, c'est horrible. Enfin, mais c'est triste qu'on doive... que ce soit un peu le parcours qu'il faut faire si tu veux faire de l'argent, puis... Mais je suis très contente d'être rentrée dans une grosse marque comme ça pour voir comment ça fonctionne, justement. C'est vraiment très intéressant en termes d'organisation, communication. Enfin, c'est très intéressant là-dessus. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne m'y retrouve pas du tout. Parce qu'admettons, une plus petite brand, plus petite compagnie, entreprise qui serait un peu plus éco-responsable, j'imagine que c'est ça. C'est encore une fois peut-être la paye qui ne suit pas. Ben moi, mettons, j'ai fait mon stage chez Odeyalo. J'ai bien aimé. Puis, dans le fond, à la fin, elle m'avait dit que je pourrais avoir un emploi, mais malheureusement, selon sa situation financière, après les 3 mois, elle ne pouvait pas me garder. Fait que tu faisais des vêtements pour Odeyalo? Je faisais de tout pour elle, avec elle. J'étais un peu au même titre que Anaïs, mais dans une plus petite brand. C'était plus écologique, éco-responsable, mais... elle n'a pas pu me garder parce qu'elle ne pouvait pas me payer. Ouais, c'est triste. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais je rentre en France lundi. Attends, pour toujours? Je sais pas si c'est pour toujours. Non, pour l'instant, chez moi. Chez moi, juste me reposer un peu et justement savoir ce que je vais faire. Mais après tout ça, ce que j'aimerais peut-être plus m'orienter, c'est vers le costume. Donc plus tout ce qui serait pour opéra, ballet ou même cinéma, n'importe quoi. Enfin, quelque chose qui est plus avec une histoire, avec vraiment plus de la recherche. Et c'est plus un truc qui m'intéresse. Mais après, honnêtement, je ne sais pas du tout comment rentrer dans ce milieu-là. Parce qu'il y a aussi des formations spécialisées dans le costume. Oui, mais moi, honnêtement, j'ai déjà approché des gens qui sont costumiers. Et il était comme, est-ce que tu as un background en mode? Puis j'étais genre, non. Puis il était comme, va en faire un, puis reviens. Fait que oui, ça va être un peu plus dur parce que tu n'as peut-être pas fait la prod dans des écoles, admettons, de théâtre ou dans une école spéciale pour ça. Mais tu as quand même tout un background de mode et de couture qui peut vraiment t'aider avec ça. Tu as fait de la recherche, tu as appris à, justement,
à travailler avec un plan fixe. Fait que je pense que ça peut vraiment t'avantager aussi d'arriver puis dire oui, j'ai peut-être pas fait d'école de théâtre ou de... C'est parce que souvent, c'est jumelé ensemble, mais je pense que tu as quand même beaucoup de chances de rentrer si tu montes. Puis tu montres tous les projets que tu as faits aussi, puis tes trucs sont impressionnants quand même, là, tu sais. Puis je pense que ça peut tourner au... Ça s'accorde à ton style. Ben oui, 100%. Genre ton manteau en cuir insane là, avec Let Them Eat croissant. Moi, je suis tombée en amour, mais... Oui, j'ai un truc avec les cages Oui. et ce genre de costumes plutôt qui prennent de la place. Ouais. Moi, je pense que tu as beaucoup de quelque chance. chose qui raconte, c'est plus que pour vendre et faire de la masse. Vraiment juste que ce soit pour une histoire. Une pièce d'art, ouais. Qui dure. Puis en plus, souvent, ça dure dans le temps parce qu'ils gardent les... Il y a certains costumes qui sont vraiment gardés, puis après qui sont exposés à certains endroits. Fait que, tu sais, ça... En tout cas, ça peut être le fun. Ça me fait penser aussi, ma première prof de couture était costumière pour le Cirque du Soleil. Et elle adorait ça parce que c'était vraiment des trucs funky. Elle pouvait les designer, puis il y avait tout un aspect technique aussi. Puis pour que ça concorde avec le numéro. Donc, ouais, ça me fait penser à ça. Francis and Plug. Peut-être pour dans quelques Anaïs, années. si jamais. On va entrer dans une partie un peu plus mode et impact, justement, environnemental. C'est la dernière partie du podcast. Donc, est-ce que votre vision a changé un peu depuis votre début dans votre parcours scolaire ou depuis votre entrée dans la mode? Je pense que la seule chose qui me vient en tête tout de suite comme ça, c'est que j'ai l'impression que tout le monde sait. En fait, non, c'est pas vrai. Pardon. Je suis arrivée dans mon programme en mode et dans ma tête, c'était évident que la mode, l'industrie de la mode, c'était une industrie fatale pour la planète, que c'était l'enfer, que c'était super pas écologique, super pas correct les manières. Juste il y a trop de vêtements dans ce monde et c'est absolument ridicule à quel point on consomme, surconsomme et on continue de créer alors qu'il y a des déserts littéralement partout dans le monde remplis de vêtements qui pourraient habiller des familles entières. Mais plus mes cours avançaient, plus je réalisais que peut-être que parce que c'est un sujet qui m'intéresse, si je m'étais informée, pour moi, c'était quelque chose d'assez évident, mais je réalise qu'il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas et qui ne savent pas à quel point cette industrie-là tue, puis que les fast fashion tuent et qu'encourager ces marques-là tuent également. Puis je pense que dans ma tête, c'est comme un acquis. C'est rendu à un point c'est arrivé à un point où mes notes de cours, je les envoyais à mes amis parce que j'ai réalisé qu'eux, ils n'avaient aucune information à ce sujet-là. Genre les All Shein. Non, mais est-ce que, je sais pas si après c'est un potin ou en tout cas, mais qu'il va y avoir un pop-up Shein au centre-ville? Oui, c'est vraiment... la deuxième année. Ah, OK. À chaque fois que je vois ça, j'ai envie de me tirer une balle. C'est à quel point les gens réalisent pas que c'est nocif. Genre, je sais que je l'ai déjà dit, je pense, dans un autre podcast, mais je le répète, mais il y a vraiment des gens que j'ai entendu dire « Hey, je me cherche des chaussures, je vais aller les acheter sur Amazon. » Puis j'étais comme « Wow, OK, t'es à ce point en manque d'idées de magasins pour aller... » Mais c'est que c'est pas accessible à tous. Sincèrement, je pense que pour la majorité des personnes, c'est pas intentionnel, c'est juste qu'ils n'ont aucune idée de où chercher et ils n'ont aucune idée de l'impact que cette surconsommation a sur la vie. Mais je pense aussi, une des choses qui m'a choquée, et c'était ma dernière année à mon bac, il y a une prof qui était comme... qui ici, genre, shop au Zara, genre, souvent, fréquemment. Puis, pour moi, c'est quelque chose que... Oui, peut-être que dans le passé, je shoppais au Zara, puis pas parce que je me sens supérieure, mais je fais un effort conscient de pas acheter dans les marques de fast fashion, d'acheter seconde main et d'acheter le plus écologique possible que je peux. Je fais de mon mieux. Mais c'était choquant, je sais pas si c'est pour toi aussi, Jules, à quel point la majorité de la classe a levé la main, genre unashamed, la prof en parlait, unashamed. Puis ça m'a un peu choquée parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres profs aussi qui font l'effort de sensibiliser. Puis aussi, juste pour moi, c'est comme du common knowledge que tout le monde dans le monde et le sait. Donc, même que le fait que les gens qui étudient en mode sont comme
ils carent pas tant, c'est comme wow. Mais c'est aussi qu'ils se disent peut-être que comme mais Zara c'est mieux que H&M, tu sais, les prix sont plus élevés, mais après c'est comme c'est pas ça du tout. Mais c'est ça qui est triste de se dire que ou tu sais même il y a eu un épisode où on parlait des friperies puis que les gens disent mais c'est correct, moi je vais porter mes vêtements dans les friperies, mais OK, oui, d'accord, mais après, tu sais, ces vêtements-là, ils vont où? Si chaque personne de l'île de Montréal et plus encore du Québec vont porter leurs vêtements en friperie, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Tu voulais y aller, Jules? Non, mais je suis d'accord avec Émilie que si le futur de l'industrie s'en bat les couilles de sa propre consommation puis de où est-ce que tu distribues ton argent, ben c'est très inquiétant pour la suite des choses, même si... C'est ça, c'était un peu démotivant. Ouais. Mais c'est ça. Même si je sais que, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui font du greenwashing, on l'a vu dans nos cours, mais je pense quand même que c'est assez évident, puis de nos jours, avec l'information qui est littéralement comme très, très, très accessible. On sait quelles les marques à boycotter. Je pense que c'est assez... Tu fais une recherche sur Google, même ChatGPT peut te le dire. Genre, c'est ta ressource. Mm-hmm. Ben, c'est drôle, mais tu sais, je sais pas si vous avez vu Laura Piana. Lauro ou Laura, je sais pas. C'est quoi? Lauro Piana. Je me sentais mal de te corriger. Ouais, non, c'est... Lauro Piana, une marque italienne de luxe, mais... Genre, même ça, c'est terrible. Genre, tu sais, on dit H&M, Zara, whatever, mais legit, ces brands-là sont plus transparentes. Genre, oui, c'est de la fast fashion, mais sont plus transparentes que la majorité des autres brands. Puis tu peux jamais t'assurer que ça soit vrai, genre. Puis même à là encore, pas pour défendre l'Europiana, mais des fois, la connexion que tu as juste avec l'usine, ben ça se peut que l'usine te dise n'importe quoi. Ça se peut que... La plupart des gens se mettent un masque sur les yeux pour faire comme si tout va bien, mais... Ouais. Mais non, mais je veux dire, ça se peut aussi juste que, comme l'usine en Chine avec qui tu fais affaire, ben, ils disent, il n'y a pas de kids qui travaillent. Quand tu vas visiter, ben, tous les kids, ils sont malades. Mais juste une mini parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce qui est le greenwashing, c'est quand des marques vont faire comme si ils étaient super écologiques, mais finalement, ben, ils cachent un peu ces propos-là. Ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent qu'ils font. Je ne sais pas si j'explique bien de manière simple. Mais moi, c'était pas officiellement du greenwashing, mais je pense que je peux en parler maintenant. C'est Frank & Oak, je ne sais pas si vous voyez, ça a fermé. Donc je pense qu'on peut... Je savais pas, ça a fermé. On peut en parler, mais ils sont certifiés au Ecotex. Je pense ils avaient un label vert. J'ai travaillé là-bas en tant que vendeuse. Chaque produit arrivait emballé séparément. Et c'était des quantités de vêtements qu'on recevait vraiment énormes. Et les collections changeaient vraiment très, 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 très souvent. C'était, je sais pas à quel point... Enfin, moi, quand je voyais un label, je me disais que c'était un minimum bien. Et c'est vrai que même les labels sont finalement pas assez poussés. Peut-être tissu, mais ils avaient d'autres labels. Je sais qu'ils avaient des labels et je veux dire que c'était vraiment considéré comme une marque. Enfin, dans la tête des gens, c'était quand même considéré comme une marque un peu responsable sur Montréal. Mais je pense qu'il y a des marques vertes, entre guillemets, qui utilisent aussi des fois un aspect de leur marque qui va être plus vert et plus éco-responsable. Ils vont miser tout leur marketing et... Oui, tout à fait. Ouais, leur image autour de cet aspect-là, mais dans toutes les autres facettes, ils sont pas corrects et ils respectent pas le vert. Ça, et au final, tu as toujours moyen d'être trompé et c'est terrible, quoi. Et c'est ça, même Sandro, Mage, toutes ces marques-là où c'est 300 € la pièce, qui, pareil, au final, ça coûte vraiment 2 € à produire en Chine. Enfin, après, en tout cas, entre consommer H&M ou consommer Mage, autant aller là où c'est pas cher, parce qu'au final c'est quasiment le même produit. C'est horrible ce que je viens de dire, ne faites ni l'un ni l'autre. Mais c'est pour dire que des fois même un prix élevé ne veut pas dire que ça va avec, quoi. C'est mieux, moi je voulais rajouter tantôt au friperie, je sais pas si vous avez déjà magasiné, genre, ben, si vous êtes déjà allé au Beans à Montréal, Renaissance Beans, mais ça c'est après les Renaissances, comme c'est pas avant les Renaissances. Oui, c'est encore ici, mais il y a plein de... Mais j'ai vu récemment un documentaire avec Mariana Mazza sur YouTube par rapport à genre les friperies et tout. C'est bien les friperies, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible.
Ouais. Mais c'est qu'une question de quantité. Parce que en fait, Oui, les gens, ils pensent que si c'est vert et que tu en achètes genre 100 pièces, ben, le problème reste le même. Enfin, c'est... Oui. Ben, en fait, c'est juste qu'il Comment on faudrait achète, stopper toutes les productions de vêtements en ce moment et on serait capable littéralement de vivre avec ce qu'on Ben a oui. sur Terre pour des années encore. Fait que c'est vraiment... La planète va mourir et il y aura encore des vêtements sur Terre, donc on est correct, guys. Ben justement, est-ce que en fait, comment est-ce que vous aimeriez que ça change tout ça? Est-ce que vous avez une manière vous que vous pourriez contribuer ou c'est comme on sait plus trop quoi faire puis genre, est-ce que vous croyez que notre génération, vu qu'on est un peu plus soucieuse, on va peut-être réussir à changer ces choses-là ou le système est déjà enclenché puis On peut réussir à changer, mais il faut réussir à changer le consommateur d'abord. Puis ça, c'est pas facile. mais Parce- mettons, vous, par personne, vos petites actions de tous les jours, comment est-ce que vous aimeriez influencer les gens positivement à ce sujet-là? Ben, je pense que ce qui est important au niveau individuel puis personnel, c'est de faire tout ce que tu peux faire pour comme adopter un comportement responsable. Donc personnellement, je magasine vraiment, vraiment moins parce que j'ai réalisé que moi-même, j'ai beaucoup, beaucoup de linge. Donc, j'essaie de comme plus trouver des morceaux que je remets davantage. Puis, quand je magasine, je fais extrêmement attention. Ben, en fait, je magasine quasiment tout sauf mes chaussures parce que je porte du 14. Mais pratiquement tout dans des friperies, dans des sous-sols d'église, dans les bins, comme on a dit plus tôt. Puis après, je pense que c'est aussi d'être capable d'essayer de convaincre des amis ou juste d'avoir des discussions qui vont faire réfléchir les gens par rapport à ça. Mais si on veut un réel changement, je pense que ça va plus prendre quelque chose qui se passe au niveau du gouvernement. Parce que c'est bien beau de choisir d'acheter mon chandail à la friperie, mais si les entreprises continuent de produire de la manière qu'ils le font sans restriction gouvernementale, je crois pas qu'un réel changement est possible. Donc, ouais, c'est peut-être un peu dramatique comme réponse, mais... Oui, puis aussi, c'est même pas juste une question de ce que les gens achètent trop. C'est aussi, comme Anaïs disait, ils recevaient des tonnes et des tonnes de choses de Frank & Oak. C'est sûr que ça vendait pas tout et qu'il en restait plein dans le backstore. C'est toujours comme ça. Il y a comme la demande n'est même pas là nécessairement. C'est un gros problème parce que si tu essaies de faire produire, si tu essaies de trouver une usine qui fait moins de 100 MOQ, genre... C'était un de mes problèmes quand j'avais mon entreprise. J'ai dû appeler comme 20 endroits de production parce que moi, je voulais un 25. Yo, t'as trouvé? J'ai trouvé une... Oui, Ouais, excuse-moi, MOQ, c'est la quantité minimum de production. Et ça avait été un gros, genre... un gros enjeu. Ça m'a pris des mois à trouver, puis finalement, j'ai trouvé une dame qui faisait ça à Laval. Ouais. Yeah. À Non. Laval, mais j'ai eu beaucoup de rejets, donc je comprends tout à fait. Oui. Mais c'est juste que, veux pas, si on produit déjà plus que les gens ont besoin et les gens achètent trop, c'est sûr qu'il y a un gros problème. Ben, faudrait réussir à relocaliser la production. Puis, ben, ça, il va falloir de l'aide gouvernementale parce que ça sera pas quelque chose qui va se faire juste par nous. Là. C'est comme impossible. Puis, après ça, ben, il faut juste habituer le consommateur que, hey, on en a fait 25, il y en a 25. Quand il y en a plus, il y en a plus. Too bad. Mais c'est vrai parce que les gens sont tentés par la nouveauté, puis là, ils voient des gens avoir quelque chose, fait que c'est comme moi aussi, je le veux. Fait que c'est fou comment tu peux aller à un endroit... Genre, je l'ai déjà dit aussi dans l'autre podcast, mais vraiment, je suis allée au Lac-Saint-Jean il y a 2 semaines, puis ça vient de me repopper dans la tête, mais comme c'était une soirée où genre tout le monde était dehors,
Puis comme c'est poche pour eux, puis j'en parle avec eux, puis ils sont tristes d'avoir genre 2 magasins littéralement dans toute leur petite ville. Là. Mais vraiment, toutes les filles avaient quasiment les mêmes tops, mais de différentes couleurs. Puis tu sais, c'est vraiment juste Dynamite qu'il y a dans cette ville-là. Puis... Mais c'est ça. Fait que c'est sûr aussi que... Ça, en tout cas, j'ai un peu divergé du point, mais juste que comme... Le fait aussi qu'il y a certaines villes qui n'ont pas non plus toutes ces friperies-là, ou en tout cas. Mais juste le fait que c'est ça, la nouveauté, fait que là, tu vois tes amis avoir du nouveau linge, puis en plus, t'as pas beaucoup de choix, fait que t'es genre, moi aussi, je les veux toutes, fait que, ouais, je sais pas où mon point amenait, mais... Mais je me rappelle que dans ma dernière session, je pense que c'était en mai, c'était nos derniers cours, justement, il y a une personne dans la classe qui a parlé de cet enjeu-là de ne pas venir de Montréal. Donc, tu n'as pas... Tu sais, nous, je veux dire, moi, j'y avais jamais pensé que quand tu habites à Chambly, tu n'as pas accès à autant de friperies puis à autant d'alternatives, disons, pour ne pas encourager les fast fashion puis la surconsommation, etc., etc. Mais tu sais, elle l'a vraiment dit ouvertement. Elle était comme, moi, j'ai jamais eu accès à ce genre d'alternatives, justement. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Mais je reviens à mon point. Personnellement, je pense que moi, je suis un peu pessimiste. Ma vision est un peu pessimiste. J'ai gradué avec un peu de... je suis un peu triste par rapport à l'industrie. Puis, je veux dire, ça n'a pas changé mon avis. Au contraire, ça l'a rendu plus réel, malheureusement, même si j'adore la mode et j'adore l'art. Mais je pense que le plus important, c'est d'arrêter de penser de prendre pour acquis que les gens savent l'impact de leurs actions. Ouais. Moi, je sais pas si c'est un projet que je veux réaliser, mais je pense que tout le monde, même pas juste au Québec, genre tout le monde, dans tout le monde, devrait avoir des cours de couture au niveau secondaire. Genre t'essayes de coudre un morceau, tu vois à quel point c'est difficile de coudre ton morceau. Après ça, tu vois que 150 pour une paire de jeans, c'est cheap. C'est vrai que ça éduquerait parce que si on peut revenir... excusez-moi, je parlais très loin du micro. C'est intéressant comme point parce que ça éduquerait plus de gens. On peut revenir au fait que dans les banlieues plus éloignées des métropoles, les gens n'ont pas accès à des friperies. Mais je pense que, personnellement, j'ai trouvé mes meilleures trouvailles de friperies dans des villages lointains, dans les petites friperies que personne ne vont. Mm-hmm. C'est juste, je pense qu'au contraire, c'est pas le fait qu'ils n'ont pas de friperie, mais c'est que les croyances là-bas sont pas les mêmes. Je viens de banlieue de Montréal, je suis pas né là-bas, mais j'ai grandi dans les Laurentides. Puis c'est franchement comme tout récemment que même, je dirais, un petit pourcentage des jeunes adoptent les vêtements fripés, tu sais. Mais c'est pas la même vie. Je veux dire, moi, je viens de Sherbrooke, puis j'ai toujours aimé la mode, aimé l'art, mais qu'est-ce que je faisais mes fins de semaine? J'allais jouer au soccer, j'allais dans le plein air. Genre, c'est jamais que ma fin de semaine, c'était d'aller thrift, là. Même s'il y en avait, c'était pas ça que je faisais parce que c'est pas le même mode de vie. Moi, non, je comprends. Mais c'est ça, je pense que c'est des différentes valeurs qui sont dans ces... Ouais, exactement. Puis, peut-être que, comme tu as dit, des cours de couture partout au Québec viendraient remettre en perspective. Partout dans le monde. Ouais. Oui, je suis désolé. Elle revient de voyage, hein, ça va, c'est ça? Mais c'est vrai, c'est une bonne idée, les cours de couture, mais surtout, moi, je voyais plus l'aspect réparation, être capable de se remettre un bouton, une fermeture éclair, faire un ourlet, enfin vraiment des choses basiques qui puissent peut-être prolonger un peu, certes, la vie du vêtement, ce qui pourrait déjà être un bon point. Je suis d'accord avec toi, mais si je prends mon côté businessman, je me dis que d'un côté, si on apprend aux gens à coudre, ils vont peut-être moins acheter parce qu'ils savent que c'est plus compliqué, les prix vont être plus chers, etc. Mais si tu leur donnes aussi comme les moyens de réparer, là, t'enlèves un autre corps de métier qui est comme tous ceux qui vont faire les réparations. Je pense que la majorité des personnes jettent leurs vêtements quand ils sont brisés.
grande majorité. Oui, mais ils jettent parce que ça a coûté 5 $. Si ça a coûté 500 $, ils ne jetteront pas. Ben, c'est sûr, mais en même temps, je pense pas que le métier de couturière va partir. Si, admettons, tout le monde apprend à coudre, je pense que oui, OK, les boutons vont être mieux, même peut-être les ourlets, mais admettons, une fermeture éclair, moi, c'est mon pire cauchemar. Fait que jamais je vais réparer. Même si je sais comment faire, never again, je fais ça. Fait que je pense que ce métier-là ne va pas disparaître, mais je pense que justement, ça peut aider à que même si ton vêtement t'a coûté 5 $, les gens vont être comme « Hey, je vais prendre un peu plus de temps pour juste prendre vraiment 10 minutes à refaire mon bouton que de le jeter. » Ouais, mais... Ouais, c'est ça. Mais il faut aussi comme que le morceau vaille pas 5 $, parce que sinon... 5 $, ça vaut plus la peine de le jeter, d'en acheter un nouveau que d'aller le faire réparer. Mais en même temps, c'est si aussi on sensibilise les gens à... Ouais, c'est ça. On arrête d'acheter et on fait plus réparer. Exact. En fait, c'est ça. Il faut juste que les gens... Ouais, moi, j'adorerais avoir le réflexe de réparer mon morceau de friperie que j'aime, que j'ai payé à 5 $, plutôt que l'acheter et en acheter un autre. Je pense aussi que c'est... T'as pas le réflexe? Ben, je veux dire, j'ai le réflexe, non. Ma mère a le réflexe, donc heureusement, je vis avec quelqu'un qui a un instinct de réparation plutôt qu'un instinct de allez, on le remplace. Mais je pense que définitivement, si j'avais appris à coudre comme elle a appris à coudre, par exemple, ça serait vraiment plus facile pour moi de juste... Comme, je le verrais pas comme un fardeau, genre, oh my god, je le mets dans le bac avec toutes mes affaires à réparer, puis je les répare jamais. C'est pas nécessairement de ta faute, c'est aussi avec l'obsolescence programmée, on a créé comme un moyen de tout le temps consommer, tu sais, parce qu'on veut tout le temps faire de l'argent. Mais c'est ça, ben tu peux... tu voulais-tu dire? Ben, j'avais juste un truc un peu plus loufoque à dire de ce qui est fun aussi avec savoir à coudre et qui pourrait être bien pour tout le monde, quand tout le monde dans le monde va savoir coudre, c'est que tu peux te faire un peu de upcycling et de changer tes pièces et faire des nouvelles choses avec des trucs que tu as déjà, ce que je fais beaucoup. Et parce que, veut pas, on est humain, on aime la nouveauté, on aime quand il y a des trends, on aime les nouveaux trucs, même si on les suit pas tout à la lettre. Des fois, je vois quelque chose et je suis comme « Ah, ça, c'est cool, genre, j'aimerais avoir ça. » Ben, de savoir le faire avec des trucs que tu as déjà et que tu portes plus, c'est quand même cool. Puis après, tu as quelque chose de nouveau que tu peux porter et les gens, ils sont genre « Ah, c'est nouveau, ça. Donc, ouais, c'est comme une bonne solution aussi quand tu sais coudre. Ouais, une belle alternative. Et ouais, avec des choses. Et je trouve que c'est bien. Il y a des créateurs aussi qui font ça sur les réseaux, un peu genre des tutos de upcycling pour les gens qui savent pas nécessairement coudre, comme Ruby Pigeon. Oui. Et je trouve que c'est super parce que ça permet aux gens de faire des choses, donner des nouvelles vies aux trucs, par exemple, qu'ils auraient pu thrift. Ben, je vous donne un défi, les auditeurs, de justement trouver une pièce peut-être dans votre garde-robe que vous vous disiez « Ah, ça, je pense que je vais le jeter », mais qu'à la place, bien soit que vous le... Ben, upcycling, c'est de, justement, de le prendre et de peut-être ajouter, je sais pas, un bouton, des billes, peu importe dessus, couper une manche, fait que de le mettre à votre aise ou de juste réparer quelque chose, puis voir si vous aimez ça pour Pour continuer. le fils de la langue française du Québec, surcyclé. Oui, surcyclé. Merci, Francis. Merci, Francis. Merci beaucoup. Est-ce que, justement, c'est la petite dernière question de ce segment, il y a quand même une pression de performer, de réussir vite, de produire dans ce milieu-là. Il y en a qui sont en design, il y en a que non. Est-ce que vous ressentez cette pression-là aussi, vous, de justement peut-être un peu travailler vite, de produire? Bon, c'est sûr que peut-être ça touche un peu moins les gens qui ne sont pas en design, mais pour ceux qui le sont... Mais je pense que ça dépend parce que si tu réagis aux trends, oui. Si tu crées les trends, non. Ooh. Drop the mic. Comme nous, on a... OK, oui, Milan était difficile, mais Milan nous a quand même appris des choses qu'on a pu prendre durant nos 3 ans, puis s'améliorer, qui est dans la recherche et tout. Puis qui nous permet de créer justement des pièces qui sont plus élaborées, qui ont une histoire, qu'ensuite on peut, tone down pour produire quelque chose qui est quand même unique, mais qui va pas répondre à une trend.
D'accord. Non, c'est vrai. Il y avait quand même un bon côté. C'était pas juste du méchant. Il était... Non, c'est... Fin. Super. Ben oui, c'est très intéressant, honnêtement. Et même moi, je pense que des fois, je suis un peu découragée de toute cette industrie. Puis mon but, c'est d'être styliste, justement. Puis tous les jours, je pense que je me re-questionne sur ma vie complète. Puis je me demande si je devrais vraiment faire ça parce que, en fait, je fais juste encourager les gens à acheter là, dans mon domaine. Puis même si je me dis que il y a des gens qui me disent, oui, mais tu les aides à mieux consommer, mais oui, mais non. T'sais, je les aide quand même à acheter 20 morceaux, puis je suis comme, ouhou, je me fais de l'argent, mais... Fait que c'est ça. C'est quand même un petit poids derrière mon esprit, puis c'est ça. Je pense qu'il faut tous se questionner sur nos pratiques, puis ça commence par des petites choses, mais juste de, se dire, OK, j'achète rien pendant 1 mois. Je pense que pour certains, c'est un défi. Puis honnêtement, je vous lance ce défi-là encore. Genre, lancez-vous des défis à chaque semaine, puis voyez comment vous réagissez à ça. Puis je pense que c'est une bonne manière de débuter. Ça compte-tu si j'achète du tissu? Toi, ça, j'imagine que... Tissu recyclé. Oui, c'est ça. Tu ris, mais la majorité de mes tissus, je les prends au Village des Valeurs. Ah, Wow. super. Mais Écologie, ça rime avec économie, les amis. J'adore. c'est vrai, ça. Un ouais. autre job de Mike. We broke. J'allais juste faire un petit point de... Oui, genre, on a quand même dit beaucoup de trucs négatifs sur l'impact de la mode sur l'écologie. Ça peut sonner un peu comme démotivant. Mm-hmm. Mais je pense que c'est bien que nous tous, on a cette petite voix dans notre tête qui est comme... qui nous remet en question puis qui nous garde comme alerte de ces enjeux-là. Mais je pense qu'on peut pas... Ça peut pas non plus nécessairement nous arrêter dans nos rêves et dans ce qu'on veut faire parce que c'est pas comme si c'était la seule industrie qui 100%. fait genre tout est comme ça genre puis c'est triste mais alors on peut quand même faire nos choses créatives, faire ce qu'on aime puis juste essayer de vivre notre vie. Puis si je peux ajouter, je pense aussi que le fait qu'on soit tous dans la même industrie puis qu'on ait tous cette conscientisation montre qu'on est au bon endroit, à mon avis. Je pense qu'on a tous... je pense que ça serait assez concernant, whatever, alarmant, que d'être assis ici après avoir fait 3 ans et plus d'études en mode et de ne pas avoir cette petite voix dans notre tête qui nous demande si on fait la bonne chose puis comment on peut améliorer l'industrie et aider les gens. Donc voilà, je pense que tout le monde fait une bonne job. Il y a des bons profs comme Marie-Ève Foss qui en parlent ouvertement, qui en parlent, puis qui, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Continuez à en parler. Donc, on va passer au dernier segment du podcast. En fait, il y en a 2. Il reste 2 petits segments. Le premier, c'est question des auditeurs. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vous ont posé de petites questions. Donc, laissez-moi aller chercher ça. Il y en a 3. Donc, il y a peut-être une personne d'entre vous qui peut répondre à la question. Donc, la première question, c'est comment l'école de mode te prépare à l'après-diplôme? J'aimerais que Francis ou Anaïs répondent. Emploi, réseau, on en a un peu parlé, mais allez-y. Comment dire? Tu n'es absolument pas outillé après l'UQAM pour rentrer sur le marché du travail, malheureusement. Mais c'est des trucs qui vont s'améliorer. Parce que moi, j'ai été en contact avec le directeur, qui, j'espère, va rester le directeur parce que c'est le GOAT. Qui est incroyable. Richard, on t'adore. Non, honnêtement, il a changé mon expérience à l'ESM. J'espère qu'ils vont le garder, mais on en a discuté, moi puis lui. Puis, tu sais, il y a la volonté de changer les choses. Puis je pense que avec la bonne aide, il peut arriver à quelque chose de bien. Puis pour nous outiller le mieux possible pour la vie après, parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau puis on a de la difficulté. Je pense aussi qu'il suffit d'avoir quelques profs qui sont vraiment là pour nous. Par exemple, moi, j'ai contacté Stéphane Leduc, après aussi, qui m'a donné des contacts à Milan. Et c'était vraiment des belles connexions à avoir. Puis des gens qui sont
qui sont engagés dans l'industrie, qui ont beaucoup d'expérience. Donc, c'est quand même, c'est pas que du mauvais, c'est quand même bien. Est-ce que, ça c'est une question de moi, mais est-ce que vous conseillez l'UQAM après vos 3 ans? C'est pas pour diminuer, mais c'est quand même pour conseiller les gens. Personnellement, moi, je conseille l'UQAM. Parce que même les après... regards des approbateurs des autres. Parce que oui, comme on en a parlé plus tôt, l'industrie fait peur, puis on est comme... on a l'air de... On en parle juste en négatif, on dirait, mais... il y a un peu de positif. Pour vrai, pour avoir fait d'autres programmes universitaires, ce qui est magique de l'UQAM, c'est les gens qu'on y rencontre à l'École supérieure de mode. Pour vrai, j'ai jamais vu une école où les gens sont autant soudés, intéressants. Exactement. Puis si tu t'intéresses à la mode, ce qui est le fun, c'est que tu t'embarques dans une gang qui ont automatiquement un intérêt fort en commun avec toi, qui est l'amour des vêtements, de la sape, exact. Des vrais sapeurs, des vrais... pour vrai, j'ai rencontré, je crois, des amis pour la vie, donc ça, c'est un cadeau qui n'a pas d'égal. Puis je pense aussi que l'UQAM pourrait être autant ouvert d'esprit et accueillant, justement, accueillir des personnes complètement différentes, de backgrounds complètement différents, chose qu'autres universités n'ont pas nécessairement. Fait que ces amitiés que tu te fais pour la vie t'en apprennent à longueur de journée sur d'autres réalités. Puis je pense que ça crée un lien encore plus fort entre les personnes. Puis même moi qui restais littéralement une session, genre je compte même pas les autres parce que j'étais pas là mentalement, mais j'ai quand même, tu sais, j'ai pas passé mes 3 ans avec vous, mais j'ai quand même créé des liens, puis j'aurais quand même bien aimé. Ben, j'étais touchée justement quand vous avez fait votre défilé, vos présentations. J'étais comme, waouh, j'aurais gradué avec ces gens. Mais j'ai quand même appris à connaître full de monde. C'est parce que j'ai des collants sur mon téléphone qui viennent du magazine 5K. C'est ça. Je viens de les montrer à tout le monde. Donc, c'est ça. Juste, je trouve que c'est vrai sur le point qu'on fait des rencontres mémorables parce que même si j'ai été une session avec vous, ben je sais pas. Je sais que je vais toujours avoir un lien. Puis si j'écris justement comme aujourd'hui à vous tous, ben c'est ça. Moi, je dirais, je suis très d'accord. Je veux pas être pessimiste non plus, mais malheureusement, il y a eu un manque de mêlage, je veux dire, de mix entre tous les concentrations. Donc, moi, ça aurait été vraiment bien qu'on continue plus longtemps ensemble, qu'on fasse plus de connexions, parce que comme niveau plus design, comme on a dit plus tôt, c'est vraiment plus pour soi, puis on se connaît, mais on se parle pas vraiment. Moi, j'ai gardé contact avec Anaïs, puis c'est pas mal tout. Là. Mais aussi, outre les relations, je pense que, personnellement, dans la branche du marketing, stratégie d'affaires, ça a vraiment allégé et facilité mon expérience d'apprendre des concepts clés du marketing qui sont toujours en lien avec l'industrie de la mode, qui est une industrie qui m'intéresse extrêmement. Donc, c'est ça. Je pense que pour aussi beaucoup de gens dans des contextes qui, académiquement parlant, peuvent être comme ennuyants, d'avoir des exemples qui viennent des grandes maisons de luxe qui te passionnent, ben ça donne le goût d'écouter. Puis c'est ça. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait l'école de marketing, puis un des trucs numéro 1, c'est que sans la vie étudiante de party, ben les cours sont plates en esti. Fait que c'est ça. Je voudrais rajouter, par exemple, aussi que design. Il n'y a pas de party. Littéralement. Non, il n'y a pas de party. Mais design, je sais pas si Anaïs, tu vas être d'accord, mais comme c'est tellement difficile qu'après ça, t'es comme. Tout est comme. Tu sais que tu vas pouvoir y arriver. Genre, t'es déjà arrivé. T'es prêt. C'est ça, t'es déjà arrivé à le faire une fois, genre. C'est sûr que tu vas arriver à faire tout le reste, genre. Je veux dire, t'as passé des nuits blanches là à l'école en train de coudre, t'as appris à coudre en 15 semaines, puis coudre sur une machine industrielle, c'est pas facile. Est-ce que tu te sens comme assez prête pour relever tous les défis maintenant?
Non, mais plus que ma première année, c'est sûr. Mhm. Honnêtement, j'ai commencé à prendre du plaisir ma 3e année. Quand Ouf. j'ai commencé à être à l'aise, mais ouais, ça a été 2 ans vraiment difficiles. Mhm. En fait, de rattraper le retard quand tu voyais que les autres, c'était... Mais c'est ça, ça faisait 3 ans qu'ils en faisaient, donc tu les voyais, eux, pop, genre tranquille, j'ai déjà fini. Toi, t'es en retard comme pas Ouais. possible, et c'est vrai que... Tu réussis à faire ta collection la journée où C'est ça. il faut le redonner. Là. Ouais, T'as ouais, pas de c'est ça. laisse. Non, et puis... Non, je sais pas si je suis 100% prête, mais c'est peut-être un syndrome aussi un peu de l'imposteur ou n'importe quoi. Mhm. Mais... C'est normal, oui. Peut-être une dernière intervention. Je voulais puis- juste renchérir sur ce que Jules disait parce que c'est particulièrement ça ce que moi j'ai trouvé super intéressant de l'UQAM et de l'ESM, c'est de notre programme particulièrement, c'est que c'était très administration, business, entrepreneuriat, tout ce qui est ça. Donc, un peu comme le HEC, si je me fie aux cours qu'eux, ils avaient, mais tous les exemples, tous les projets, c'était mode. Et c'est ça qui faisait que c'était intéressant. Tu avais envie de faire tes projets. Mhm. Même nos trucs de Excel qui nous prenaient des heures et que je détestais, c'était sur la mode, puis on faisait les comptes, puis c'est des trucs qui vont nous être utiles, en tout cas dans le genre de poste que je regarde. Donc, c'est sûr que ces trucs-là, ça nous préparait bien pour le genre de poste qui suivent ce programme. Et c'était beaucoup plus intéressant à suivre que si c'était, par exemple, je sais pas, un truc Ouais. par rapport de... Sur la ferme. Ouais. Donc, c'est sûr que c'était... sur L'agroalimentaire. la ferme, ouais, genre un truc alimentaire, genre Ouais. McDonald's. Oui, genre, c'est ça. ça me dérange pas. Mhm. La deuxième question, finalement, c'en est une complète, mais sur deux slides. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont justement pas fait d'école de mode, mais qui veulent se lancer dans ce milieu-là, pas nécessairement juste en design, mais juste dans la mode en général? Est-ce que vous croyez qu'ils ont des chances? Puis est-ce que vous avez des conseils pour eux? OK. Moi, mon seul... C'est peut-être une petite critique que j'ai parce que je pense qu'on peut inclure aussi les personnes qui, par exemple, ont une plateforme sur les réseaux sociaux et qui décident de devenir des personnalités, ouais, des personnalités de la Those guys. mode. Exactement. Je pense que mon seul point par rapport à ça que j'ai beaucoup remarqué au cours des dernières années, c'est qu'il y en a beaucoup qui commencent comme étant des thrift gods, puis ils parlent de l'éco-responsabilité et de comment c'est bien de faire les friperies et X, Y, Z, puis que dès que H&M décide de faire comment faire un... Comment on dit? Collaboration. Une collaboration, exactement. Dès que H&M ou Garage décident de faire une collaboration avec eux, soudainement, toutes leurs valeurs prennent le bord et c'est vive Ardennes, vive H&M, vive Garage. Ou comment est-ce que ceux qui, justement, admettons, Occupation Double ou whatever, ils ont des gens qui font une brand, comment est-ce qu'eux, ils réussissent à rentrer au Simons avec un produit de merde, Mhm. mais que moi, je suis pas capable de rentrer au Simons? Ouais. Genre, expliquez-moi. Ouais, je pense que c'est plus... Moi, personnellement, j'ai une grande critique à ce niveau-là. Puis Je suis avec toi là-dessus. ouais, je me fais pas fourre par les micro-influenceurs, influenceurs et les candidats à Occupation Double. Mais je pense que les gens qui n'ont pas de formation en mode peuvent quand même se lancer dans le monde de la mode. Absolument, juste respecte tes valeurs, garde tes valeurs et informe-toi. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que Gilles, tu as un conseil aussi? Ben, je pense que pour donner ma genre de twist à cette question, je dirais que, comme Émilie, je pense que tu peux te lancer en mode si tu n'as pas de formation, mais que le meilleur des deux mondes, c'est que si tu es vraiment passionné et tout, il y a plein d'étudiants qui viennent d'être diplômés puis qui cherchent un projet dans Donne-moi du lequel travail. tu peux rentrer. Exact. Va chercher toute la théorie qu'ils ont acquis au fil de ces 3 années-là. Donc, c'est ça. Je pense que... Parce que de toute façon, ben, une équipe, si tu as vraiment envie de te lancer en mode, ça va prendre plus qu'une personne à un moment donné de ton parcours. Donc, c'est ça. Viens chiller à l'ESM, rencontre les gens, puis... Exactement. Ouais. Écoute, moment mode. Exactement. Voilà. Ouais. Puis, je vais peut-être diverger un peu, mais par rapport à ça aussi, les défilés de mode universitaires qui n'ont pas rapport avec la mode, sérieux. Genre, payez-nous ou arrêtez. Genre, trouvez un autre truc pour faire du financement parce que c'est comme...
À mon avis, à moi, c'est juste disrespectful pour nous. C'est notre métier. On essaye de... Tu sais, quand on... Il y en a ici, peut-être pas ici, mais il y en a qui vont diplômer. Il y en a qui vont diplômer ici, qui vont peut-être vouloir faire des défilés, organiser des défilés, mannequins, whatever. C'est pas votre job de faire ça. Puis, faites un souper spaghetti, faites n'importe quoi, mais faites autre chose ou payez-nous. Les designers, moi, Anaïs, si on veut créer notre brand puis on veut faire votre défilé, on a besoin de manger nous aussi. C'était ma parenthèse. Est-ce que tu as un conseil aussi? Non, honnêtement, je pense que tout le monde peut apprendre. Même de chez soi, il y a beaucoup de ressources sur Internet pour apprendre. On n'est pas obligé de passer par une école parce que, honnêtement, ouais, les profs, ils étaient là pour donner des conseils, mais j'ai eu l'impression d'apprendre en autodidacte pendant ces 3 ans ou avec... plus en demandant à Francis ou à d'autres collègues de classe. Francis, c'est carry tout le monde, je pense. Ouais. Genre, il m'a fait un pantalon pour moi, littéralement. Parce que... Mais je pense que t'avais pas passé. Genre, ouais, j'ai coulé à comme 55. Ouais, ça, c'était crazy. J'ai aussi fait la braguette pour Jules. Mais je pense que je te l'ai fait de la mauvaise manière. Ouais, ça c'était une petite erreur, mais c'est En fait, il aimait pas la compétition, donc il a fait exprès de vous faire couler. Non. Voilà, c'est à cause de toi que j'ai cette... Il était même pas dans ce cours. Il était pas dans ce cours. C'était le cours d'appoint avec Céline Chicoine. Gros shout-out à Céline Chicoine. Mais... Ouf. Ben, peut-être qu'elle fait pas l'unanimité, mais moi, je l'ai bien aimée. Je la trouvais très charmante. Moi aussi. Puis... mais non, j'ai pas eu beaucoup de facilité dans son cours. Une chance que Francis était là. Et c'est aujourd'hui, autour de cette table, que je te remercie, Francis, pour cette aide. Mais oui, c'est vrai que tu as quand même beaucoup grandi, Anaïs, au fil du temps avec par toi-même, puis ça paraît. Au final, c'est ça, c'est plus énormément de travail personnel. Alors oui, donc on a accès en direct, on va dire, aux ressources des collègues, professeurs, mais honnêtement, tu peux les trouver... c'est mon ressenti sur YouTube ou prendre 1 ou 2 cours de couture, mais personne va ils vont te donner 2-3 guides, mais personne va te donner la créativité ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde peut y arriver par soi-même. Ce que je dois rajouter aussi, c'est peut-être quand tu fais pas l'école ou tu fais trop longtemps, comme moi. Vu que je sais comment l'industrie fonctionne, vu que je sais comment les choses sont faites, blablabla, j'ai comme une certaine peur parce que c'est pas nécessairement à la hauteur de qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que je veux. Donc, j'ai comme cette peur-là, mais ceux qui font pas l'école, ils foncent vers l'inconnu, vers le vide, puis comme ils apprennent sur le top, puis ils réussissent à faire des choses en fonçant parce qu'ils ont pas peur. Mais moi, comme... En tout cas, c'est compliqué à expliquer, mais... c'est un bon point. Comme si nous, on avait des règles à suivre et eux, non. Du coup, ils ont plus... une impression de liberté que toi sur ta façon de créer ou ta façon de penser. Ça serait un bon cours dans le tronc commun à ajouter. C'est un genre de cours... là, je me lance, c'est vraiment une folie que je veux dire, là, mais je sais pas, genre un cours qui plus psychologique sur cette peur-là de se lancer que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous dans tous les différents mondes de créatifs. Parce qu'aussi, on n'a pas... Il n'y a personne qui nous outille pour nous montrer comment, 1, faire, comment, 2, aller chercher de l'argent, puis comment vivre de ça. Tu sais, comme, je pense à un cours que j'ai fait pendant mon stage qui était analyse des tendances. Ça servait à rien. Là. On aurait pu le remplacer par le cours que tu parles. Le cours que je propose. Ouais, que tu proposes ou leadership. On est leadership. Ouais. Ça aussi, c'était un autre cours très utile. On est très tôt dans mon prototype de cours. Mais moi, je dis qu'on le soumet à Richard. Ouais, je pourrais le soumettre à Richard. Yo, t'as son numéro? 100%. Yo, on a tous... Richard, c'est le GOAT. Il est rentré dans nos cours, il nous a dit vous m'appelez n'importe quand. Son nom dans mes contacts, c'est Prof Cool. Parce que, au début, avant d'être notre directeur, c'était notre prof. Donc, ouais. Oh shit, nous, on l'a pas eu. Il était malade. Une autre prof qu'on n'a jamais eue, Ying Gao. Ouais. What? Mais voyons donc.
Vous l'avez eu, puis c'est une... Non. C'était pas Ying. Ok, c'est impossible. C'est genre... C'est une prof de design. On le coupe. Ça, j'étais comme... What? Non. Étais-tu enceinte? Oui. Ouais. Ouais. OK. On va passer à la dernière question, vu que ça fait quand même un petit bout. Donc, on va y aller en mode express. Donc, c'est le segment où on est obligé de déménager sur une île déserte demain. Et là, vous devez amener une chose, vêtements, accessoires, mais qui a rapport à la mode. Vous devez l'amener avec vous. Ça peut être aussi un magazine, si vous le désirez. Oui, mais tu peux avoir comme un... C'est comme un... quelque chose quand même qui te couvre, là. Mais où t'es seul sur l'île déserte, puis tu sais, c'est pas si grave. Mais tu dois amener une chose seulement et c'est ça. Qu'est-ce que t'amènes? OK, la seule chose, mais c'est pas un lien direct avec la mode du tout. Dès que j'ai entendu cette question, moi, j'ai pensé à ma liseuse, mais 100% chargée en tout temps. Fait que mettons que c'est une batterie portative, je sais pas si ça compte pour deux, mais comme... Que tu plugues dans le sable. Exactement. Puis pourquoi, là, si je fais un lien avec la mode, je trouve que la mode, c'est la créativité et lire... En tout cas, moi, ma première source de créativité, c'est la lecture. Je lis constamment et je pense vraiment que ça serait un bon atout. Genre, je veux dire, je m'en fous de rien avoir si j'ai ma liseuse, les palmiers et la mer. Tu peux t'imaginer des tenues qu'ils portent. Exactement. Moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est ma caméra film. Ça n'a pas vraiment rapport avec la mode, mais sur une île, j'aurais envie d'avoir ça. Et du coup, quelque chose pour faire développer mes photos. OK, c'est Dans tout le le temps sable, l'objet encore et le... Encore une fois, dans le sable, il faut toujours... Ouais. Donc, parce que j'adore genre. prendre des photos, films tout le temps, partout. Ouais. J'adore. Encore pas tant de rapport avec la mode, mais quand même. c'est quelque chose de qui l'art, m'aide pour m'inspirer dans la vie de tous les jours. On voit pas Jules, mais il se pose des questions. Là. Il veut pas répondre en ce moment. Là. Très express, je dirais de la crème solaire pour avoir un teint parfait puis sans coup de soleil. Rien de mieux dans la mode qu'un teint parfait. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Exact. Moi, j'apporte 3 mètres de tissu de chanvre ou de lin. Oh, lui, il va se confectionner avec les mains. Il a étudié en design de mode. Non, pas besoin de confectionner ici. Tu peux l'enrouler, Ah oui. tu peux faire Une des couverte, nœuds. ouais. C'est n'importe quoi. Là. C'est vrai. Une bâche, ouais. J'allais plutôt dire peut-être genre style un ciseau ou quoi que ce soit. C'est dans les grands... Alors ça, je prends. Pour couper les coconuts. Pour te faire un maillot de bain en coconut en coupant la coconut. En plus, ça serait le genre d'analyse, je trouve, de faire ça. Mais oui, on tresse et après, hop. Mais toi, OK, toi, fait que t'apporterais un ciseau. Non, honnêtement, Ok. aucune idée. Ou peut-être une montre. Genre, je me dis, juste pour avoir un repère dans le temps, mais c'est Ok. très... Ouais. OK. C'est très, ouais. Faut qu'elle soit waterproof. J'adore. Ben, merci beaucoup. Moi? C'est juste que, rapidement... Mais là, ça fait 2 fois que je réponds, puis j'ai un peu... mais si je devais répondre vite, moi, je pense que j'aimerais amener... Là, moi aussi, c'est deux choses différentes, mais j'aime bien avoir de la musique. Et ça aussi, je me dis, ça a un peu rapport avec l'art, ça peut influencer la mode, mais avec de la musique, ben, il faut 2 choses aussi. Non, mais musique 100%. Oui, c'est ça. T'avais dit une chose. Oui, j'ai dit une chose. Mais je dirais mon téléphone, ou une radio. Mais c'est parce que comment t'écoutes de la musique maintenant? Moi, je cherchais t'sais. dans ma boîte. Un téléphone 100% chargé, guys. Ça va exister dans iPhone 17, téléphone qui se décharge pas. Oui, exact. Pour juste avoir de la musique. Non, mais tu sais, pas de réseaux sociaux dessus, tu peux juste avoir de la musique dessus. Un iPod Touch. Un iPod Touch, oui, iPod Nano. vraiment. Nano, ouais. Bon throwback, là. Ouais. Ouais, ça serait ça. Ben, c'est comme ça que l'épisode se conclut littéralement. Mais merci beaucoup pour votre partage aujourd'hui. J'ai trouvé ça super inspirant de vous parler. On dirait que ça fait du bien de parler à des gens dans le même domaine. Ben merci à toi, c'était une super cool Merci. invitation. Merci, Mayra.
Gros bisous, on t'aime. Merci de l'invitation. On aime tes collants sur ton téléphone. Merci 5K. beaucoup. Merci à tous qui aussi ont écouté ce podcast. Je vous aime Oui, merci, on vous aime. et à très bientôt. Merci d'avoir écouté Maman Mode, ton rendez-vous mode entre découverte et style. À très vite pour un nouveau moment.